Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons des travailleurs qui ont tragiquement perdu la vie au travail. D'une randonnée tropicale écourtée par l'un des oiseaux les plus meurtriers du monde à un plongeur d'aquarium entraîné par des requins. Mais d'abord, à l'intérieur d'un zoo, ce qui aurait dû être une simple rénovation s'est transformé en rencontre fatale. C'était le 17 mai 2017 à Manille, aux Philippines. Le zoo a ouvert ses portes à une maigre foule en semaine et l'exposition des tigres restait silencieuse sous un ciel nuageux. Le pont d'observation est resté ouvert, tandis que l'habitat lui-même était fermé pour rénovation. Miguel Santos avait 58 ans, un ouvrier du bâtiment expérimenté d'une petite entreprise de construction engagée pour les rénovations longtemps retardées du zoo. L'enclos des tigres, construit des décennies plus tôt, avait besoin de nouvelles barrières, de verres renforcés et de portes de sécurité mises à jour. Miguel était méticuleux et discret. Il était connu pour ses lignes droites et ses joints serrés. Près de la retraite, avec 3 enfants et une hypothèque presque terminée, il prenait des heures supplémentaires parce que le projet du zoo payait mieux que les travaux routiers. Il n'avait aucune expérience avec les animaux, mais il connaissait les dangers sur les chantiers. Il attachait les échelles avec 2 nœuds, scotchait les bords tranchants et notait les vérifications des outils avec un crayon à papier derrière l'oreille. Son objectif était simple, terminer la charpente en acier pour que l'équipe de vitrage puisse installer des vitres plus épaisses la semaine suivante. Le contremaître a informé que les soins aux animaux avaient déplacé le tigre du Bengale dans l'enclos de retenue hors exposition. L'équipe pensait que l'habitat était dégagé. L'exposition était un bol peu profond, entouré d'une barrière en béton de 12 pieds et de verres d'observation épais fixés dans des cadres en acier. Une porte de service s'ouvrait depuis une voie de maintenance arrière sur le sol de l'habitat. Les tigres du Bengale peuvent atteindre 3 mètres du nez à la queue et pèsent généralement entre 227 et 318 kg, certains mâles en captivité étant plus lourds. Les pattes arrière propulsent des élans explosifs qui couvrent le sol plus rapidement qu'une personne ne peut courir. La morsure écrase les os. En captivité, ils organisent leur routine autour des portes d'alimentation, des portails et des mouvements des gardiens. À courte distance, un sursaut transforme un mouvement proche en cible. Les avertissements se sont accumulés ce matin-là. Le tableau blanc des soins aux animaux montrait une étiquette jaune à côté du nom du tigre, ce qui signifie que l'emplacement doit être vérifié avant tout travail. Un appel radio depuis la zone de détention a demandé la confirmation que le verrou coulissant était sécurisé. 2 ouvriers au sol ont signalé un bruit métallique près de la porte de service arrière à 10h15. Rien de tout cela ne semblait urgent pour l'équipe. Le contremaître fit avancer l'échafaudage et dit à Miguel de commencer à marquer les points d'ancrage. À 10h40, Miguel a franchi le portail de service et a suivi le bord en béton, comptant les fixations prévues pour être retiré. Il s'agenouilla pour mesurer un écart tandis que les cliquetis des cliquets résonnaient, émis par des collègues installant le pont de travail au-dessus. Le bruit mécanique masquait des pas feutrés dans le coin planté. Le tigre sortit du feuillage bas et droit, une grande forme orange et noire qui semblait apparaître plutôt qu'arriver. Miguel leva les yeux de son maître et se figea. Les ouvriers, à l'extérieur de la barrière, criaient et frappèrent des poteaux sur la rambarde. Il tourna à gauche puis à droite, cherchant une porte à portée de main, mais le portail de service était trop loin derrière. Le tigre réduisit la distance avec une poussée qui le projeta contre lui et le fit tomber sur le béton. L'impact lui coupa le souffle. Des témoins virent les mâchoires de l'animal se refermer sur son épaule et le plaquer au sol. D'en haut, les ouvriers ont rapporté l'avoir vu traîner sur le sol mouillé vers l'ombre près de la corniche rocheuse où le tigre se reposait habituellement. Plus tard, les examens médicaux ont confirmé des blessures profondes et écrasantes à l'épaule et à la poitrine, compatibles avec la morsure initiale et la pression du poids de l'animal. Du bruit remplissait l'enclos. Une radio crépita avec des interférences alors que le contremaître appelait à l'aide. Le tissu se déchira alors que le tigre ajustait sa prise pour avoir plus de levier. Miguel essaya de pousser contre le sol, mais une lourde patte le cloua entre les épaules. D'en haut, les ouvriers criaient et frappèrent des poteaux contre la rambarde, mais cela résonnait sans effet sur le béton, sans rien faire pour détourner l'attention du tigre. Le tigre déplaça ensuite sa prise plus bas, le long de son flanc pour le traîner plus loin. Un mouvement régulier et efficace. Sous la force combinée des dents, du poids et du couple, les côtes cédèrent. Le sang s'accumule rapidement, s'étalant en une fine couche sur le béton. Le personnel du zoo courait le long de la voie de service, portant des fléchettes tranquillisantes et un fusil. Avec les visiteurs derrière le verre et le personnel en ligne, le gardien retint son tir et le vétérinaire opta pour les fléchettes. La procédure exigeait qu'un gardien vérifie une ligne dégagée tandis qu'un second chargeait. Les secondes s'étirèrent tandis que l'animal posait ses pattes avant et secouait le corps avec de petites tractions délibérées. Miguel bougea encore une fois, un réflexe de lever la tête. Le tigre relâcha, prit une nouvelle prise et le traîna quelques pieds plus loin. La première fléchette frappa derrière l'épaule, le tigre tressaillit, se retourna de côté et garda la tête basse. Des minutes passèrent alors qu'il marchait de manière instable, les yeux fixés sur la barrière. Une deuxième fléchette s'enfonça. L'animal chancela, reculant dans les plantes, et ce n'est qu'après plusieurs autres instants que ses jambes cédèrent et qu'il s'effondra à l'ombre.
Lorsque l'équipe entra, les yeux du tigre étaient mi-clos et sa respiration avait ralenti. Les ambulanciers s'accroupirent, vérifièrent brièvement le pouls, puis reculèrent. Il n'y avait plus rien à faire. Le téléphone d'un visiteur a capturé des fragments de la scène. Plus tard, les enquêteurs ont fait correspondre l'audio des cliquetis, des cris et des 2 tirs de fléchettes aux déclarations. Ils ont transporté Miguel sur une planche dorsale rigide. Testé par la suite, les enquêteurs ont découvert que le verrou coulissant de l'enclos n'avait pas été complètement enclenché, laissant juste assez de jeu pour que le tigre puisse passer. En même temps, le portail de service avait été entrouvert pour permettre l'accès aux outils, créant un chemin direct vers l'enclos. Les journaux n'ont montré aucun appel de vérification finale. L'examen a discrètement attribué l'échec à une mauvaise communication entre les soins aux animaux et le contractant, aggravé par une étiquette d'avertissement non vérifiée et un début précipité. Le pont a rouvert la semaine suivante. Sur le tableau blanc, la ligne qui aurait dû arrêter la journée était soulignée en rouge. Vérifiez l'emplacement avant d'entrer. La tragédie au zoo a montré comment une seule défaillance dans le protocole peut ouvrir la voie à un désastre. Pourtant, dans la forêt tropicale, il n'y a ni porte ni mur entre les gens et les animaux qui y vivent. Et un oiseau porte une arme aussi mortelle que les dents de n'importe quel prédateur. C'était le 14 juillet 2016 dans la forêt tropicale près de Mission Beach, Queensland. Le sentier était calme dans l'air lourd du matin, seulement interrompu par les insectes et le mouvement des feuilles. Daniel Brooks, un passionné de la faune âgé de 47 ans, originaire de l'Oregon, avait pris congé de son travail de professeur de biologie au lycée pour voyager à travers le nord de l'Australie. Connu parmi ses amis pour son profond intérêt pour les oiseaux, Daniel avait passé des années à organiser des excursions pour les étudiants et à faire du bénévolat avec des groupes de conservation locaux chez lui. Son voyage en Australie faisait partie d'un projet personnel visant à photographier des espèces rares dans leurs habitats naturels, espérant les compiler éventuellement dans un livre pour jeunes lecteurs. Il était prudent et réfléchi, mais aussi ambitieux, choisissant parfois des chemins moins fréquentés pour obtenir l'image parfaite. Le plan de Daniel pour ce jour-là était simple. Une courte randonnée en solo près de Mission Beach, une zone connue pour ses traversées de casoars. Les habitants savaient que les oiseaux apparaissaient fréquemment le long des sentiers ombragés et des lits de ruisseaux, particulièrement là où les arbres fruitiers laissent tomber leurs fruits. Pour Daniel, la chance d'observer et de photographier l'un des plus grands et des plus inhabituels oiseaux du monde valait le lever tôt. Il portait son appareil photoréflexe numérique, un trépied attaché à son sac et une provision d'eau pour la journée. Le choix de partir seul était typique pour lui, confiant que son expérience sur le terrain et sa patience mesurée le garderaient en sécurité. La forêt autour de Mission Beach était dense, avec des fougères s'étendant à hauteur d'épaule et un couvert épais se refermant au-dessus. L'air était humide et immobile, chargé de l'odeur de fruits de pourris. Les sentiers se rétrécissaient en passage entre les figuiers étrangleurs et les palmiers, leurs racines se tordant sur le sol. Chaque pas produisait le craquement étouffé de la litière de feuilles. Pour quelqu'un avec l'œil de Daniel, c'était une scène parfaite. Un monde clos où un casoar pouvait apparaître à chaque tournant. Le casoar à casque est l'un des oiseaux modernes les plus lourds, atteignant jusqu'à 6 pieds de haut et pesant plus de 120 livres. Son casque en forme de casque, son cou bleu profond et ses caroncules rouges vives le rendent inimitable, mais son arme la plus notable réside dans ses jambes. Sur chaque pied, l'orteil intérieur porte une griffe en forme de poignard, souvent de 10 à 12 cm de long, assez aiguisée pour trancher la chair d'un seul coup de pied. Normalement timides, les casoars peuvent devenir agressifs s'ils se sentent menacés, acculés ou s'ils défendent leur nourriture. Dans ces moments-là, ils se jettent en avant avec une puissance explosive, donnant des coups de pied vers le haut pour lacérer. Les incidents mortels sont rares, mais lorsqu'ils se produisent, ils laissent peu de doute sur la capacité de l'oiseau à être violent. Daniel avait lu sur le danger du casoar, mais les avertissements semblaient lointains comparés à l'excitation de finalement en voir un dans la nature. Les panneaux du parc rappelaient aux visiteurs de ne pas s'approcher ou nourrir les oiseaux, tandis que les commerçants locaux répétaient souvent le même conseil. Plus tôt ce matin-là, un autre randonneur a mentionné des traces fraîches le long du sentier, mais Daniel l'a pris comme un encouragement. Pour lui, c'était la preuve qu'il pourrait enfin obtenir la photographie qu'il poursuivait depuis des années. Sa nature prudente céda à la détermination et il s'avança plus loin le long du sentier ombragé. Peu de temps après le début de la marche, il remarqua l'odeur de fruits fermentés plus forte qu'auparavant et des figues à moitié mangées étaient éparpillées sur le sentier. Quelques instants plus tard, les buissons devant lui bougèrent. Un casar sortit, plus grand que la poitrine de Daniel, son casque brillant humide à la lumière. La posture de l'oiseau était rigide, les plumes hérissées le long de son corps, la gorge vibrant de notes graves et retentissantes. Daniel leva lentement son appareil photo, pensant avoir le moment parfait. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'était l'oiseau plus petit, plus enfoncé dans les sous-bois, un juvénile, expliquant la posture tendue de l'adulte.
La rencontre s'est rapidement intensifiée. Le casoar a baissé la tête et a commencé à marcher, se déplaçant d'un côté à l'autre avant de se précipiter en avant. Daniel a reculé, mais le sentier étroit et les racines épaisses laissaient peu de place pour battre en retraite. Il leva les bras dans un geste instinctif et l'oiseau bondit. L'impact fut plus tard décrit dans les rapports comme une collision lourde, suivie de déchirures, cohérentes avec des blessures par griffe et des dommages à ses vêtements. La griffe entailla la cuisse de Daniel, ouvrant une profonde blessure. Il chancela, laissant tomber son appareil photo sur le sol alors que le casoar frappait à nouveau. Le deuxième coup projeta Daniel en arrière dans les sous-bois. Chaque coup s'accompagnait d'un grognement de l'oiseau et du déchirement des griffes contre la chair. Ses cris résonnaient là à travers les arbres, frénétiques et brefs, tandis que le casoar continuait d'avancer. Il tenta de se protéger, mais le poids et la puissance de l'oiseau le plaçaient au sol. Les feuilles tremblaient violemment à chaque impact. Le sang se répandait rapidement sur le sol, sombre contre le feuillage vert, tandis que son trépied tombé cliquetait à proximité. En quelques secondes, l'oiseau recula, plumes lissées et tête secouée comme s'il réévaluait la menace. Daniel bougeait à peine, respiration superficielle, alors qu'il essayait de se relever. Le casoar se retourna et s'enfonça de nouveau dans les arbres. La forêt se calma de nouveau, ne laissant que le bruissement des feuilles dérangées et le léger bourdonnement des insectes revenant. Plus tard dans la matinée, une autre paire de randonneurs trouva Daniel à moitié dans, à moitié hors des sous-bois. L'objectif de son appareil photo était fissuré, mais la carte mémoire était intacte, contenant les dernières images qu'il avait prises. L'examen médical a noté des blessures profondes à la jambe et à l'épaule, ainsi que des blessures internes causées par un coup puissant au torse qui a entraîné une perte de sang sévère. Les gardes forestiers ont noté que les figuiers en fruits à proximité avaient probablement attiré l'oiseau et son jeune, rendant l'attaque défensive plutôt qu'une agression non provoquée. Les affaires de Daniel ont été rendues à sa famille, y compris les dernières photographies. Des images floues d'un oiseau imposant contre un feuillage sombre. Pour la communauté, l'événement a rappelé que même les rencontres les plus rares peuvent être fatales et que la frontière entre observation et intrusion dans la nature reste dangereusement mince. La rencontre dans la forêt tropicale a prouvé qu'un bref moment sur le mauvais chemin peut être fatal. Mais le danger n'est pas toujours caché dans la nature. Parfois, il attend dans les endroits où les humains et les animaux se croisent chaque jour. C'était le 12 mai 2018, dans les contreforts des Smoky Mountains, en Caroline du Nord. L'aube se leva grise sur le complexe. Derrière les logements du personnel, des bennes à ordures se trouvaient sous une lumière de sécurité bourdonnante. Cela semblait routinier, mais les couvercles étaient déformés. Des traces de pattes striaient l'aluminium. Carl Pierce avait 60 ans, il était chef de l'équipe d'entretien. Il avait travaillé les hivers à déneiger en ville et les étés au complexe. Le salaire couvrait une petite hypothèque et aidait sa fille à l'université communautaire. Il aimait commencer la tournée des poubelles avant le premier bus navette pour avoir le quai pulvérisé avant que les invités ne se réveillent. Un chemin de gravier mouillé menait à la plateforme des poubelles, encadré par un mur de blocs sur 2 côtés et un massif de rhododendrons sur le 3e. Les ours noirs ici sont plus petits que les ours bruns à l'ouest, mais une femelle adulte pèse tout de même entre 150 et 250 livres. Ils sont rapides sur de courtes distances, environ 30 miles par heure. Les épaules portent des muscles d'escalade. Les mâchoires peuvent écraser des os. Les ours habitués à la nourriture apprennent les horaires et les itinéraires vers les bennes à ordures. Une femelle avec des petits défend à la fois ses petits et sa nourriture à courte distance. Chaque système avait émis un avertissement. Le journal de sécurité indiquait une laie avec ses petits près du parking à 3h40 du matin. Un avis sur un tableau en liège indiquait au personnel d'utiliser l'itinéraire arrière et de faire du bruit près des bennes à ordures. Un papier sur la grille du logement exhortait les travailleurs à taper sur les couvercles avant d'entrer. Carl avait le klaxon à portée de main, mais il prévoyait de se déplacer rapidement. Il a roulé une poubelle vide jusqu'à la plateforme. Les charnières du 2e conteneur avaient glissé. Il avait l'intention de fixer le couvercle avant l'arrivée du transporteur. Il contourna le coin du bloc avec le bac devant lui, les pneus crissant sur le gravier. L'ours se tenait à 15 pieds, la tête baissée dans un déversement de sacs déchirés. 2 oursons se sont précipités dans le rhododendron et se sont figés. La mère a levé le nez, claqué des mâchoires et soufflé. Carl s'est arrêté, les mains sur la poignée du bac. Il a reculé d'un pas. La roue a heurté une pierre et le bac a claqué contre le mur. Le bruit a résonné fort dans l'enclos. Elle s'avança d'un bond rapide qui couvrit la distance en 3 foulées. Carl tira le bac entre eux. Il dérapa, son épaule le projeta contre ses jambes. Il est tombé sur le gravier. La poubelle a roulé et a frappé le mur. Elle l'a atteint dans le même mouvement. Une patte avant a frappé sa cuisse. Les griffes l'ont griffé et retourné. Les dents ont saisi sa jambe inférieure à travers le pantalon, une prise profonde qui l'a soulevé puis l'a fait tomber. Il cria une fois. La radio racla le béton et s'ouvrit avec un clic. Carl se tordit pour ramper vers l'ouverture. La truie mordit à nouveau le mollet et secoua, un mouvement latéral serré mesuré en pouces. Le gravier s'enfonça dans ses paumes. Il tenta d'attraper le bord de la poubelle et le manqua.
Elle le relâcha, l'attrapa avec une patte et le roula sur le dos. Elle se dressa au-dessus de ses hanches, souffle humide de nourriture, oreilles en avant, tête basse. Elle mordit haut sur la cuisse et maintint sa prise. La pression écrasa le muscle contre l'os. Il donna un coup avec sa jambe libre et frappa les côtes. L'ours tressaillit mais garda son poids sur lui. Les mâchoires verrouillées, haut sur la cuisse jusqu'à ce que le bruit du klaxon d'air brise sa concentration. 2 collègues ont entendu le bruit du bac et un cri. Ils ont couru depuis l'atelier, l'un avec une lampe de poche, l'autre avec le klaxon d'air du chariot. Dans l'allée, ils ont vu la laie sur un homme, les oursons accrochés dans les buissons. Le klaxon a retenti une fois. La tête de la laie s'est redressée. Elle resta immobile un instant, puis recula, pivotant pour garder les oursons en vue, et se dirigea vers les buissons. Karl se poussa avec ses coudes sur le gravier, le sang s'étalait sous lui et marquait son passage. Sa radio portait son souffle et un mot brisé. Le faisceau de la lampe de poche tremblait sur le mur, le bac, l'ours à la lisière des buissons regardant, la tête haute. Le klaxon retentit à nouveau, l'allée rassembla les petits et se déplaça derrière le bâtiment dans les arbres. Les collègues ont traîné Karl à l'écart et l'ont installé sur la voie. L'un a pressé une serviette sur la blessure à la cuisse haute et un autre a maintenu la pression sur le mollet. L'appel radio au 9 était bref et clair. Une caméra de sécurité surplombant le parking a capturé des fragments de l'incident. Le claquement du conteneur, la ruée soudaine et des formes se déplaçant sur le gravier avant que des collègues ne le traînent à l'écart. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais la morsure de l'ours avait sectionné l'artère fémorale. La perte de sang était catastrophique. Ils ont appliqué un garrot, commencé l'oxygène et travaillé pour le stabiliser en vue du transport. Il a perdu connaissance et ne l'a pas retrouvé. Plus tard, les agents de la faune ont suivi les traces et les images de la caméra jusqu'à la femelle. Elle a été piégée ce soir-là et euthanasiée. Les 2 oursons assez âgés pour se déplacer ont été relocalisés plus profondément dans la forêt. La station a entouré la zone des bennes avec des portes en acier et ajouté une seconde porte pour que l'endroit forme un sas. La nouvelle politique interdisait les courses en solo à l'aube et au crépuscule et exigeait un klaxon à air et une vérification radio avant l'entrée. Le trousseau de clés et la radio de Karl ont été rendus à sa famille, ainsi que sa veste déchirée à la manche et tachée à l'ourlet. Le service a eu lieu dans une petite chapelle en bordure de l'autoroute. Sur le tableau d'affichage du magasin, l'avis est resté, cette fois avec des agrafes neuves et une ligne sous la dernière instruction. Vérifiez la zone avant d'entrer. L'attaque du conteneur a montré comment les tâches routinières peuvent entrer en collision avec les instincts sauvages en un instant. Et de l'autre côté du monde, un autre travailleur découvrirait à quelle vitesse la frappe arrive lorsque la menace surgit de l'eau en dessous. C'était le 14 août 2018, dans le territoire du nord de l'Australie. La rivière Mary était haute après une semaine de pluie constante, sa surface bougeant sous des nuages épais. Les équipes de maintenance travaillaient le long de la digue, nettoyant les déchets en préparation pour la prochaine tempête. Andrew Collins avait 43 ans, un entrepreneur en maintenance embauché par le conseil local. Il travaillait sur les inspections des digues et l'enlèvement des débris, prenant de longs travaux dans des villes éloignées. Marié avec 2 fils, il vivait à Darwin mais passait des semaines loin dans des camps de travail, comptant sur des emplois stables pour payer son hypothèque. Ses collègues le connaissaient pour ses compétences pratiques avec l'équipement et pour accepter des travaux difficiles. Les crocodiles étaient un risque connu dans le territoire du Nord, mais Andrew n'avait jamais eu de rencontre rapprochée en plus de 10 ans de travail. Son travail ce jour-là était d'attacher un tas de rondins flottants coincés contre une plateforme de travail. Une fois les débris sécurisés, une grue pouvait les retirer. Les équipes avaient parlé d'observation de crocodiles cette semaine-là et la zone avait été marquée comme active. Andrew portait un bâton en bois utilisé pour tester le sol et vérifier la profondeur de l'eau le long de la rive. Mais il croyait que rester sur le bord de la digue le garderait en sécurité. La rivière Mary est connue pour ses crocodiles marins. Des prédateurs de premier plan qui peuvent dépasser 17 pieds et souvent plus de 1500 livres avec de rares géants encore plus lourds. Ils se cachent dans l'eau sombre, poussés par une queue puissante, capable de se lancer vers le haut dans une montée presque droite. Leurs mâchoires se ferment avec une force écrasante, et une fois qu'ils attrapent une proie, ils utilisent un roulet de la mort, tournant pour déchirer la chair et dominer. Les crocodiles dans cette région sont territoriaux et des chasseurs embusqués, réagissant aux mouvements au bord de l'eau. Plus tôt cette semaine-là, une patrouille de rangers avait repéré un grand crocodile descendant la rivière près du pont et un avis de travail indiquait aux équipes d'éviter de s'approcher à moins de 6 pieds du rivage sans observateur. Les habitants marchant sur le mur anti-inondation avaient crié à propos de gros spécimens vus près du tas de bois. Andrew avait entendu les avertissements mais avait continué à travailler. Il voulait attacher les troncs avant que la grue n'arrive plus tard dans la matinée. À 9h40 du matin, il est descendu la pente de la digue et s'est tenu sur une étroite plateforme partiellement submergée par les récentes inondations. Il se pencha en avant pour enrouler une corde autour du plus gros tronc.
L'eau était d'un brun boueux, rempli de bâtons et d'herbes, les radeaux de débris recueillant des poissons à pas et des charognes le long des remous, et de grands crocodiles les patrouillent. Il tapa une fois avec son bâton, puis le posa pour libérer ses mains. Au-dessus de lui, un collègue vérifia sa radio et signala sa position. Il n'y avait pas d'ancrage homologué sur la plateforme, donc les longes anti-chute n'étaient pas attachées. La surface de la rivière restait calme. Sans avertissement, une vague surgit directement en dessous. Un crocodile estimé à 14 pieds a surgi, mâchoires ouvertes, frappant Andrew de côté. Des témoins ont dit que l'attaque a été rapide et silencieuse, suivie par une explosion d'eau sur la plateforme. Son casque s'est envolé et a roulé en bas de la pente de la digue. Les mâchoires du crocodile se sont refermées sur sa cuisse et sa hanche, l'entraînant dans la rivière dans un roulet violent qui a fait bouillonner la boue et les bulles à la surface. Quelques secondes plus tard, Andrew refit surface une fois, se débattant, avant que l'animal ne roule à nouveau avec un craquement sec, entendu à travers l'eau, puis coula. En aval, il refit surface brièvement, son corps maintenant inerte dans ses mâchoires, puis disparut dans des eaux plus profondes, ne laissant que des ondulations s'élargissant. Les équipes de secours furent appelées, mais personne n'entra dans l'eau. Le personnel s'est aligné sur la berge avec des perches et des cordes, criant et frappant la surface, mais la rivière ne rendait rien. Le crocodile n'est pas réapparu et chaque minute qui passait rendait plus évident que l'attaque était terminée. Des équipes de recherche utilisant des bateaux et des hélicoptères ont fouillé la rivière cet après-midi-là. Au coucher du soleil, ils ont trouvé des morceaux de vêtements et une botte accrochée dans les roseaux à un demi-mile en aval. Le casque a été trouvé sur la pente de la digue, rayé et cassé. Sa radio est restée sur la rive, le canal de travail ouvert avec rien d'autre que des parasites. Le corps principal n'a été trouvé que 3 jours plus tard, découvert coincé contre une branche sous-marine où les crocodiles sont connus pour stocker leur proie. La réaction a été silencieuse. Le conseil local a publié une déclaration qualifiant cela d'accident de travail et a arrêté les travaux sur la berge jusqu'à nouvel examen. Les gardes forestiers ont confirmé que le crocodile a été capturé et abattu par la suite, mesurant 14 pieds, 3 pouces. La famille d'Andrew a organisé une cérémonie privée à Darwin où des collègues se sont rassemblés discrètement à l'arrière. Au niveau de la digue, de nouveaux panneaux ont été installés. Pas de travail à moins de 6 pieds de la berge sans la présence d'un observateur ou d'un garde et tout déblaiement de débris doit être effectué par grue depuis le sommet de la digue. Le chasseur silencieux de la rivière ne laissait aucune chance d'évasion, prouvant combien peu d'avertissements précèdent une attaque. Mais tous les dangers ne sont pas cachés dans l'eau trouble. Certains tournent ouvertement dans des réservoirs aux parois de verre où la sécurité semble certaine jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. C'était le 4 juin 2014 à Guangzhou en Chine. Les portes publiques étaient déverrouillées, l'aquarium éclairé par des lumières de travail et la lueur bleue du bassin des requins. Les pompes bourdonnaient derrière les murs et l'eau restait immobile dans le calme du petit matin. Li Shou avait 29 ans. Un plongeur d'aquarium assigné au grand bassin. Il n'était pas un artiste. Il nettoyait l'acrylique, vérifiait les prises et examinait le gravier le long des rochers. Il est arrivé tôt, a terminé la liste et est passé au travail de filtration. Il aimait l'écart avant l'ouverture, quand le tunnel était vide et que la radio restait silencieuse. Il louait une petite chambre à proximité et envoyait la moitié de son salaire à ses parents. Les réductions budgétaires avaient réduit le personnel, alors il couvrait des quarts supplémentaires. Son équipement était basique. Combinaison de plongée, gants, brosse sur un manche, petit couteau et un tuyau d'air alimenté en surface avec une petite bouteille de secours. Le plan était simple, essuyer le toit du tunnel et aspirer le coin près de l'échelle. Travail rapide avant le premier groupe scolaire. L'exposition mesurait 20 pieds de profondeur et de largeur, un rectangle courbé avec des vitres d'observation sur 2 côtés et un tunnel transparent au centre. Le système de filtration bourdonnait dans une pièce en béton derrière les rochers. La lumière des panneaux au-dessus glissait sur les particules flottantes, donnant l'impression que l'eau neigeait. Depuis l'intérieur du tunnel, 2 concierges passaient de la serpillière et regardèrent les nageoires passer et disparaître dans le bleu. Les requins taureaux de l'exposition mesuraient entre 7 et 10 pieds et pesaient plusieurs centaines de livres. Ils se déplacent lentement mais peuvent accélérer rapidement. Un coup de queue peut les propulser d'une longueur de corps en 1 seconde, les dents coniques saisissent plutôt que de trancher et de nombreuses morsures suivent un choc. Dans les bassins, les repas tardifs ou manqués les rendent plus agressifs envers les plongeurs. Ils avalent aussi de l'air à la surface, ce qui les aide à flotter à mi-profondeur. La distribution des repas avait été retardée cette semaine-là et les horaires du personnel étaient réduits. Le journal du soir montrait que les requins passaient rapidement près du mur et refusaient d'entrer dans la porte de retenue. Les 2 ont été signalés comme ayant une excitation élevée. Un plongeur expérimenté avait noté que tout travail dans l'eau devait avoir un superviseur et un plongeur de secours présent. Ce matin-là, un gardien a mentionné avoir observé un comportement agressif près de la plateforme. Li Shou a lu les notes, signé le tableau et décidé de travailler près de l'échelle. Il est entré après un contrôle radio, il a brossé le toit du tunnel et aspiré le long de la roche.
L'eau autour de lui portait le bourdonnement constant des pompes et le battement sourd des machines à travers les murs. Une soudaine poussée brisa le calme. Un requin taureau surgit de l'ombre, percutant ses côtes et s'accrochant à son flanc. La perche à brosse tourna au loin tandis que le sang s'étalait en une large nappe, montant en ruban lent qui obscurcissait les lumières du tunnel. La force le projeta contre l'échelle, délogeant le détendeur de sa bouche. Il poussa sur le museau et donna des coups de pied vers les échelons. Le requin s'est détourné et a glissé le long du mur, tournant avec des mouvements lents et délibérés. Il a grimpé de quelques pieds quand un autre requin est apparu à l'autre bout de l'exposition. Il s'est refermé sur son avant-bras gauche, les dents se verrouillant au-dessus du poignet. L'attraction a plié son corps et l'a tiré de l'échelle, sa ligne d'air se tendant dans un arc élevé. Les concierges à l'intérieur du tunnel se précèdent contre la vitre, l'un laissant tomber son balai, l'autre agitant frénétiquement la main vers la salle de contrôle. Lee a émergé une fois, la tête et les épaules brièvement dégagées, avant que l'animal ne le tire à nouveau sous l'eau. Une ligne en nylon lancée d'en haut est tombée à court et a coulé, disparaissant dans le nuage rouge qui se répandait près des rochers. La lutte s'est terminée près du fond. Un requin saisit sa cuisse et roula violemment, l'entraînant dans le coin où l'acrylique rencontrait le mur de roche. Le mouvement envoya des bulles bouillonner vers le haut, puis le silence. Le tuyau pendait mollement contre le verre, se balançant dans le courant. Le son de la sirène résonnait dans le hall. Le signal de rappel retentit à travers le réservoir, et les requins reprirent leur passage lent à travers le réservoir, ouvrant et fermant la bouche dans leur rythme habituel. Dans le tunnel, les concierges restaient figés sur place, respirant fort, fixant l'eau vide. Des plongeurs sont entrés dans l'heure, suivant la ligne d'air jusqu'au fond, où ils l'ont récupéré près de la corniche rocheuse. Sa combinaison de plongée était déchirée à la manche gauche et à la cuisse. Le gant était fendu, et l'embout du détendeur pendait lâche. La bouteille de secours n'avait jamais été utilisée. Les conclusions médicales ont attribué la mort à une perte de sang sévère, combinée à une noyade après la perte de l'approvisionnement en air. Le personnel l'a mis dans un sac noir et l'a transporté derrière un rideau alors que les lumières du tunnel s'éteignaient. L'aquarium a publié un avis blâmant une défaillance de l'équipement et a fermé l'exposition pendant 2 jours. Un extrait de caméra de sécurité a fuité en ligne, seulement quelques secondes, filmé depuis la caméra du tunnel avant d'être rapidement retiré des sites locaux. Il montrait un éclair rouge et une ligne se déplaçant brusquement à travers l'eau. Sa famille a reçu un paiement. Sur le tableau blanc du personnel, des règles ont été affichées. Pas de travail dans l'eau sans superviseur et un deuxième plongeur. Pas d'entrée dans les 24 heures suivant un repas manqué. Et les échelles doivent rester actives et dégagées. Merci de votre écoute. Si vous êtes prêts, la prochaine histoire vous attend à l'écran de fin, une autre rencontre avec l'inattendu sur Animal Quest.